Bonjour à tous. Je suis Stéphane Voisin, en charge des programmes de recherche finance durable à l'Institut Louis Bachelier. Ces programmes sont regroupés au sein d'une fondation d'été dédiée, PARC, pour Paris Accord Research Commons. En ce webinaire aujourd'hui, sur la dynamique de simplification de la réglementation finance durable, constitue en fait la suite de 3 initiatives qui se croisent. La première est la conférence sur l'omnibus, organisée avec un grand succès fin février à l'Académie du climat par Fidurable, l'association très dynamique des jeunes de la finance durable, portée par un collectif de jeunes praticiens et d'étudiants qui est associé à ce webinaire. La seconde, c'est le MOOC Finance Durable, porté par l'ILB, l'Institut de la Finance Durable et la Fondation Horizon Beyond, qui a été un soutien opérationnel et financier formidable sur ce projet. Et le webinaire d'aujourd'hui a vocation à enrichir encore ce MOOC déjà très complet. Je pense qu'un lien sera partagé dans le chat. Et la troisième initiative est celle de l'IFD, portée par Cécile, qui va modérer ce débat et qui, avec ses équipes et ses membres, a fait un formidable travail de place, de consultation et de recommandation sur les pistes d'évolution de la CSRD, notamment. Une contribution extrêmement utile et dont Cécile va nous parler à l'instant. Avant de lui passer la parole, je voudrais simplement remercier les équipes de nos 4 organisations qui ont travaillé ensemble sur ce webinaire, et notamment Camille, Léo, Lita, Talia, et remercier bien entendu nos 4 intervenants, Corinne Lepage, qu'on ne présente plus, Léa Dunant-Châtelet, Vincent Vandeloise, et last but not least, il est arrivé, je crois, Éric Duvaux, en direct de Bruxelles, ils ont chacun accepté de partager leur expertise avec un objectif bien sûr informatif sur l'évolution de cette dynamique de simplification, mais aussi avec l'idée de partager leur analyse personnelle de la situation. Chacun d'entre eux a joué et joue encore un rôle clé dans la dynamique en cours, et on est donc ravis de pouvoir les écouter aujourd'hui. Cécile, je te passe la parole. Je te remercie Stéphane. Bonjour à tous. Donc du coup, je ne vais pas faire le tour de table des intervenants, vu que tu l'as déjà fait, c'est parfait. Et j'y ajouterai juste Nicolas Lancesseur, le directeur climat-environnement côté Institut de la finance durable, qui interviendra aussi au cours de la séquence. Donc, comme vous l'avez Pardon Nicolas de t'avoir zappé, mais bien sûr avec Nicolas. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est donc de faire le point sur les dernières étapes des négociations européennes autour de la directive Omnibus et plus largement des textes en lien avec la finance durable, et de discuter des différentes positions existantes. Le webinaire s'articulera autour de plusieurs séquences sur lesquelles nous allons pouvoir échanger. Il y a une partie questions-réponses en fin de séance et nous pourrons répondre à vos questions. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, et je vais tout simplement vous poser la question, peut-être Corinne Lepage, finalement, la dynamique européenne à laquelle on assiste aujourd'hui, comment s'ancre-t-elle dans une perspective internationale? Merci, je suis très heureuse et très honorée de participer à ce webinaire. Il faut bien voir que les différentes étapes de la législation européenne sont très liées à ce qui se passe au niveau international. Alors, je ne veux pas remonter à des temps préhistoriques, mais simplement rappeler que c'est après Kyoto, 97, qu'on lance la première initiative sur le climat. C'était le 3x20, réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, 20% d'efficacité énergétique, 20% d'énergie renouvelable en 2020. Et ça s'est fait entre 2003 et ensuite on a continué. C'est à ce moment-là que le marché des quotas d'émissions a également été créé. Première étape. La deuxième étape, effectivement, elle suit les accords de Paris 2015, l'initiative, donc la dynamique lancée par la France, puisque c'est quand même elle qui qui dirigeait les débats sur les accords de Paris, et donc la volonté de l'Europe de s'inscrire comme leader dans cette dynamique du Green Deal, donc qui commencera avant 2017, et qui est une dynamique, alors je ne veux pas anticiper sur ce que Monsieur Duvaux va nous dire, mais qui est une dynamique qui s'inscrit
à la fois dans la volonté d'être de bons élèves au niveau des accords de Paris, mais de ne pas rééditer ce que nous avions fort mal fait dans la première étape, c'est-à-dire notre capacité à organiser notre propre écosystème, notamment industriel, par rapport aux objectifs que nous nous donnions. C'est-à-dire qu'on a été des super élèves à partir de Kyoto, on a lancé la dynamique et tout, on a été infichus de développer une activité économique qui portait ces sujets. On s'est fait complètement distancer par les Chinois à la fin des années 2000, 2007, 8, 9, etc. Et puis, on n'a pas eu de conception d'ensemble. Conception d'ensemble sur la comptabilité, sur les systèmes financiers et sur tous les textes qui permettaient ou ne permettaient pas de créer l'harmonie au sein de cette nouvelle logique qui était donc de repenser toute la réglementation européenne, puisque c'est quand même 14 textes qui ont été soit créés, soit modifiés avec le Green New Deal, qui concernent beaucoup des activités économiques et beaucoup des milieux. Hein. Et donc, on y a intégré la nature. Je ne vais pas parler CSRD, SFDR, SCS 3D. Je pense qu'on reviendra dessus tout au long de ce webinaire. Mais tout ce qui a été fait à côté. À côté, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les textes sur la nature, restaurer la nature. Il y a eu les textes sur l'eau. Il y a eu des modifications de textes sur l'industrie. Il y a eu tous les textes sur l'énergie et en particulier les énergies renouvelables. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est une nouvelle architecture de l'organisation européenne de manière à essayer d'attacher un modèle de développement économique avec les objectifs climatiques que nous nous donnions. Voilà, j'ai gagné 1 minute sur mon temps que je donne bien volontiers à Monsieur Éric Duvau. Tout à fait. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Du coup, Éric Duvau, je vous propose peut-être de rentrer un petit peu plus en détail sur, après cette vision un peu perspective internationale et ambition européenne, finalement, comment le Green Deal a-t-il été structuré et qu'est-ce qu'on voit comme premier challenge peut-être aujourd'hui? Cécile, on a encore quelques pépins techniques avec Eric, on est en train d'essayer de régler ça. Je propose qu'on passe directement à la prochaine étape. Et, je te dis Du coup, on donnera la parole à Eric après. Donc, comme vous le savez, il y a depuis la fin d'année dernière une dynamique qui a été engagée pour revoir une série de textes qui encadrent les reportings de durabilité et devoir de vigilance au niveau européen. Dans un contexte un peu chahuté, géopolitique, politique, énergétique au niveau international et dans le même temps des zones géographiques, notamment en Asie, qui se dotent également d'un cadre législatif et réglementaire sur le reporting de durabilité qui se rapproche du cadre européen. Nicolas Lancesseur de l'IFD, du coup, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la position de la place de Paris par rapport à cette dynamique engagée au niveau européen avec les grandes lignes qui se présentent aujourd'hui en termes de priorité? Oui, bonjour à tous, merci Cécile. Donc, quelques mots rapidement pour effectivement donner quelques éléments sur le positionnement de la place financière de Paris quant au processus de simplification engagé là au niveau de l'Union européenne depuis quelques semaines et qui fait suite, position de la place, qui fait suite à la proposition de la Commission publiée sur la directive Omnibus, publiée le 26 février. Donc juste quelques mots sur le processus. Donc quand on émet une position de place, donc là on l'a coordonné avec Paris Europlace et l'Institut de la Finance Durable, il s'agit de d'aligner les positionnements de l'ensemble des acteurs de la place, que ça soit côté émetteur ou côté financeur, et en particulier les acteurs évidemment clés dans ces discussions sont les fédérations professionnelles, donc qui représentent les métiers de la finance et de l'économie réelle, donc asset manager,
assureurs, banques, fédérations d'entreprises telles la FEP ou le MEDEF, et acteurs évidemment clés dans ces discussions également, les pouvoirs publics et les régulateurs. Donc les positions qu'on a émises font consensus sur la place parmi ces acteurs, et donc nous avons envoyé cette position le 12 mai au commissaire européen en charge de ces dossiers. Alors, je reviens très rapidement sur les points les plus saillants. Donc, de manière générale, on peut dire qu'il y a un soutien de la place au processus de simplification proposé par la Commission, notamment pour ce qui concerne la quantité de données à reporter dans le cadre de la directive CSRD du reporting des entreprises. Donc là, il y a un soutien de la place à cette volonté de l'Union européenne de réformer ce cadre et le simplifier en réduisant en particulier le nombre de données à reporter. Il y a en ce moment, Eric le redira quand il n'aura plus de problème technique, mais tout un processus justement d'élaboration d'une position au niveau de la France sur une proposition de cadre simplifié des ESRS, donc les standards européens en ce qui concerne le reporting des entreprises. Et donc, il y a une première proposition de l'association des asset managers, l'AFG, et donc à partir de cette position, l'ANC a piloté des travaux pour coordonner les acteurs sur la place pour avoir une position consolidée au niveau de la France et envoyée à l'EFRAG, puisque c'est l'EFRAG qui prépare la réforme des ESRS. Donc voilà, donc ça c'est un processus, je dirais, en parallèle de notre position de place, mais qui est évidemment important, dont on a discuté. Il y avait l'enjeu aussi du sectoriel, donc comme la plupart d'entre vous le sait, je suppose, la Commission a proposé d'arrêter l'élaboration des standards sectoriels, des ESRS, et donc on prend acte dans notre position de cette proposition, mais on rappelle quand même qu'il y a des spécificités sectorielles dans le reporting dont il faut tenir compte, et que in fine, les KPI secteur agnostique, disons, tiennent bien compte de ces spécificités pour que tout le monde, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, puissent reporter de manière la plus confortable possible. Je vais accélérer un peu parce qu'on a pas mal de sujets, j'ai pas beaucoup de temps, mais donc un point très important était la coordination du processus de simplification au niveau de la Commission européenne entre les différents textes de la chaîne de valeur financière, disons, entre le reporting des entreprises et le reporting des acteurs financiers, notamment dans le cadre de leur propre réglementation qui s'applique à donc la SFDR pour les investisseurs, la CRD pour les banques, etc. Donc, une position forte de la place, c'est de dire, attention, les superviseurs, les régulateurs vont continuer à demander des données aux acteurs financiers. Il ne faut surtout pas qu'on se retrouve dans une situation pire, à savoir les acteurs financiers devront de toute façon continuer à collecter ces données, sauf qu'il n'y aura plus, en tout cas, le périmètre sera plus cohérent avec le reporting des entreprises, et donc il y aurait des données manquantes dans cette collecte standardisée avec la CSRD, et que les acteurs financiers, finalement, de manière bilatérale, continueraient à demander les mêmes données aux acteurs sans qu'elles soient standardisées, puisque la CSRD ne fait plus le travail. Donc, il y a vraiment cet enjeu très important. Sur la double matérialité, les acteurs de la place financière sont très en soutien du principe de double matérialité. Donc, il a pu être rappelé dans le cadre de notre position ce soutien. On a aussi, et j'en terminerai là, un point important sur le level playing field, donc les enjeux de concurrence entre les juridictions. Donc, comme vous le savez, les directives européennes du Green Deal n'avaient pas toutes été transposées par tous les États membres, et on pense encore en particulier à la CSRD, avec notamment la France qui l'avait transposée et l'Allemagne non. Donc, on rappelle dans notre position ce principe que, dans le cadre du processus de simplification, bien tenir compte du fait que certains États membres et donc leurs entreprises sont déjà soumis au cadre, et que certaines non, et donc il fallait tenir compte de ces écarts dans ce processus. Voilà, je ne vais peut-être pas tout vous redire, mais un élément important aussi, c'est sur les normes d'audit européennes, parce que c'est un point qui est remonté suite au premier exercice de reporting CSRD. Les entreprises, en tout cas en France,
on fait remonter ce point de difficulté dans l'évaluation de matérialité avec les auditeurs, et que voilà, il y a une certaine hétérogénéité entre les États membres sur le travail des auditeurs, et que dans ce contexte, des normes d'audit européennes étaient importantes, donc on le rappelle dans ce papier. Voilà, et j'en termine là, je te redonne la parole, Cécile. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce résumé des grandes lignes de la position française sur la partie, on va dire, politique, avec la nécessité de se concentrer sur les données les plus utiles, la question de l'alignement sur la chaîne de valeur, un soutien fort de l'ensemble des acteurs français au principe de double matérialité avec le point interopérabilité et la question des conditions de concurrence et de comparabilité entre les entreprises similaires qui se jouent aussi bien au niveau intra-européen que extra-européen. Comme Nicolas vous l'a dit, il y a également eu un travail assez fort sur la question des ESRS et des data points. Je vous propose de me tourner maintenant vers Léa Dunant-Châtelet pour faire un point peut-être déjà peut-être un peu plus global avec cette perspective gestionnaire de fonds et puis rentrer un peu plus dans les aspects data points. À vous, Léa. Oui, merci Cécile. Alors effectivement, côté AFG, donc Association française de gestion, pour redonner un petit peu le contexte, nous sommes des utilisateurs, nous, de la CSRD et donc des rapports que les entreprises produisent. Et donc, nous avons pensé utile, dans le cadre de cette directive Omnibus, de donner aussi notre avis, puisque l'utilisation que l'on fait de ces indicateurs depuis bien plus longtemps que la réglementation européenne, nous a amené à constater quand même très rapidement une forte complexité, y compris dans les reportings que nous sommes obligés de faire pour les produits financiers basés sur ces éléments que les entreprises nous produisent. Et donc, évidemment, un soutien, pour commencer, à la simplification. Alors ensuite, peut-être pour redonner aussi quelques éléments de contexte, un soutien à ce qui va autour de cette simplification et qui est dans la réglementation depuis le départ, c'est évidemment le fait que les données soient certifiées, et peut-être que le point de départ de tout cet enjeu pour l'industrie, eh bien, c'est d'avoir des données fiables, auditées, qui émanent des entreprises, qui ne sont pas des hypothèses, qui ne sont pas émises par des providers de données, par exemple, et que l'on va pouvoir utiliser dans nos modèles pour avoir une évaluation correcte des risques ou des opportunités des entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, la position que l'AFG a tenue, c'était évidemment de contribuer très activement et rapidement, surtout, à la simplification. Donc, on a pris l'ensemble du package des data points ESRS tels qu'ils avaient été proposés dans leur version initiale. On a regardé ce qui, finalement, nous, d'un point de vue utilisateur, était utile, justement, au quotidien, et on a réduit à peu près 150 points de données les éléments qui nous semblaient essentiels. Alors, évidemment, dans les 150 points de données, il y avait des guidance un peu précises dès le départ. La première, c'était d'avoir des données quantitatives brutes. C'est probablement ce qui nous est le plus utile. Des éléments sur les politiques qui ont été réarticulés sur la base de l'analyse de double matérialité, qu'on soutient bien évidemment, mais qu'on a laissé entre les mains justement des doers, des entreprises, des associations professionnelles des entreprises, mais également de l'ANC, parce que il y avait beaucoup de questions d'interopérabilité dans cette simplification que nous ne maîtrisons pas, hein, nous n'avons pas mis en œuvre la CSRD, nous l'utilisons. Et donc, dans les 150 indicateurs, et donc la proposition finale maintenant qui fait l'objet de la proposition française, eh bien, on salue, nous, effectivement, la capacité qu'il a été de trouver un consensus, déjà, entre vraiment à peu près toutes les parties prenantes, ce qui est assez rare pour le souligner. Un consensus autour, effectivement, d'un cadre qui articule au tout démarrage l'analyse de double matérialité, qui pourra, du coup, d'ailleurs, orienter éventuellement les spécificités sectorielles. Également ensuite décliner ça à travers la mise en œuvre des politiques, leurs descriptions, leurs objectifs, et puis bien sûr des éléments quantitatifs simples que l'on peut ensuite réutiliser sous forme de ratio, sous forme de calculatoire, mais en tout cas la partie brute en termes de données qui était essentielle de notre point de vue. Alors, peut-être aussi le regret que l'on a et qui est la position qu'on porte évidemment, c'est au niveau de cette directive Omnibus, le seuil d'applicabilité qui a été nettement rehaussé et qui crée effectivement un gap dans la value chain, qui est un gap très important et très problématique pour nous investisseurs, puisque on a évidemment le seuil des 1000 employés en tête, et
peut-être que ce seuil sera encore différent, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises effectivement qui se situent en dessous est très conséquent, y compris dans l'univers des actions cotées, hein, donc les grandes entreprises. Donc ça crée évidemment un trou dans la raquette non négligeable. Également pour des entreprises qui d'ailleurs, en France en tout cas, avaient déjà commencé leur reporting et donc ont déjà mis en œuvre ces moyens. Et puis enfin, l'aspect effectivement plus problématique côté entreprise, eh bien, c'est qu'elles doivent elles-mêmes reporter sur leur chaîne de valeur. Et donc, ce trou dans la raquette, il est effectivement symptomatique probablement de l'ambition de simplification. En tout cas, notre simplification dans l'esprit était plutôt par la quantité et la typologie du rapport, plus que par les entreprises qui y sont soumises. Et peut-être pour terminer ce premier panorama, puisque finalement, on est tous assez d'accord sur l'objet de la directive et la direction qu'elle doit prendre. C'est vrai que les dialogues qu'on a pu avoir avec les entreprises ont été très clairs sur les difficultés rencontrées. C'est à ça qu'on a essayé de répondre en simplifiant, c'est-à-dire à la fois des difficultés d'interprétation, hein, donc plus de 1500 data points pour certaines, donc vous imaginez, hein, c'est une réduction de quasiment 10% la proposition, avec 80% de qualitatifs, donc qui prêtent à interprétation, qui prêtent à discussion, parfois avec les certificateurs, et donc qui a amené énormément de lourdeur dans les process. Et puis évidemment, la volonté pour les entreprises de porter ça au plus haut niveau stratégique, au niveau de la direction, et donc finalement de maintenir cette notion de double matérialité qui fait vraiment le socle de départ, parce que les entreprises, eh bien, grâce à cette évaluation, hein, en fait, des impacts, ont pu tout de suite remonter les sujets, les directions RSE au niveau financier. Et il faut saluer le pouvoir qu'a eu la CSRD jusqu'à maintenant de mettre main dans la main les équipes financières et les équipes de responsabilité ou de développement durable pour créer ce reporting et lui donner une cohérence et en faire un levier de compétitivité, ce qui était le point de départ. Merci beaucoup Léa pour ce panorama et ces éléments clés très importants. Je vais me retourner à nouveau vers Nicolas Lancesseur pour discuter de ces aspects-là, peut-être de finalement ce côté double facette de la CSRD, à la fois en termes de reporting et de ceux qui les utilisent dans leur vie quotidienne au niveau des acteurs financiers et notamment les analystes financiers. Nicolas Lancesseur, finalement, du point de vue de l'analyste financier, alors peut-être pas sur tous les domaines des ESRS, mais finalement, je sais que évidemment l'Institut de la finance durable s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet-là. Quels sont finalement les grands KPI? Enfin, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur globalement comment s'articule analyse extra-financière et ces ESRS? Oui, donc alors donc pour compléter ce que disait Léa précédemment, donc on a à l'IFD engagé des travaux en 2024 sur l'analyse de la performance carbone des entreprises. Et donc un guide est sorti à la suite de ces travaux à la fin de l'année 2024. Et donc tout ça a été fait avant le lancement du processus de simplification de la CSRD. Mais donc on s'était appuyé sur le cadre de reporting qui prévalait à ce moment-là. Donc on s'est servi de ce travail pour en effet aussi informer les discussions qui ont eu lieu pour préparer la position française envoyée à l'EFRAG sur le proposition de cadre simplifié des ESRS. Et donc, en quelques mots, sur la partie évaluation donc, de la transition carbone des entreprises, de quoi ont besoin les analystes. En fait, en construisant ce guide, alors le guide est assez long, hein, il y a beaucoup d'éléments, mais en réalité, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de points de données que ça nécessaire pour que l'analyste ait une vision assez précise de l'état d'avancement des entreprises dans leur transition carbone. On pense évidemment en premier lieu aux émissions de gaz à effet de serre, donc scope 1, scope 2, scope 3. Donc, quel est le niveau de ces émissions à date des entreprises? Donc ça, il y a tout un cadre qui existait au préalable, antérieurement, je veux dire, à la CSRD, et qui déjà a généré un reporting des entreprises sur ce sujet.
mais évidemment, c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter d'avoir la photographie instantanée de l'état de décarbonation des entreprises. Il faut aussi se projeter dans le futur et voir qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire pour réduire ses émissions, quel est son objectif de réduction d'émissions. Est-ce que cet objectif s'inscrit dans une méthodologie cohérente avec des plans nationaux ou internationaux de limitation du réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Donc, il y a toute une mécanique un peu analytique pour se positionner sur ces sujets en tant qu'analyste. Il y a aussi le plan de transition qui accompagne cet objectif. Quelles sont les ressources financières mobilisées par les entreprises en termes de CAPEX, d'OPEX, quels sont les leviers identifiés par l'entreprise. Donc, secteur par secteur, évidemment, ces leviers sont un peu différents, mais c'est des choses qui vont être relativement récurrentes puisque selon l'activité des entreprises, il y a des usuels suspects, je dirais, des manières de réduire ces émissions. Donc voilà, tout ça va se mettre en place au fur et à mesure avec la pratique et les analystes vont monter en compétences et les entreprises évidemment aussi avec l'expérience des premières mesures de réduction d'émissions qui seront implémentées dans les entreprises. Tout ça va prendre corps au fur et à mesure et l'expérience fera que on progressera aussi dans la capacité à évaluer si les entreprises vont dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Donc voilà, donc on a fait tout ce travail et la position française, et in fine, envoyer les frags est fidèle aux données nécessaires pour faire cette analyse et en cohérence évidemment avec ce qu'avait fait l'AFG. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ces éléments. Léa, peut-être pour vous poser une dernière question, puisque je sais que vous devez partir pour d'autres impératifs. Finalement, ce lien avec les autres réglementations et la SFDR, est-ce que vous souhaitez apporter des compléments peut-être sur cet aspect spécifique et un peu en dehors de l'omnibus du coup? Oui, absolument. Et effectivement, toutes mes excuses pour l'audience, je partirai dans la foulée. En 2 minutes, effectivement, il y a un élément important, le package Omnibus ne tient pas compte des autres réglementations de la finance durable qui sont finalement toutes interliées. Alors, je pense notamment à MiFID et les questionnaires de préférence clients, à la SFDR qui touche aux acteurs financiers comme la gestion d'actifs et également indirectement la taxonomie, elle est dedans mais pas vraiment et c'est bien dommage. Ce que l'on a poussé et le travail sur lequel on va continuer de travailler de manière assez acharnée et rapide encore dans les prochaines semaines, c'est justement le fait que les réglementations se parlent pour que tout le monde comprenne les éléments clés de la CSRD, les data points ne sont pas les mêmes que ceux que l'on retrouve dans la taxonomie, ne sont pas les mêmes que ceux que l'on retrouve dans la SFDR lorsque nous, investisseurs, nous devons faire des reportings. Et donc, on pousse très fortement effectivement à ce que l'ensemble de cette réglementation ait les mêmes bases, les mêmes définitions, les mêmes formules. Ça paraît bête à dire, mais c'est exactement ça. On peut parler d'un indicateur proche, mais pas exactement le même. Et donc, dans la SFDR, eh bien, l'enjeu, puisque la révision aura lieu en fin d'année, c'est précisément de pousser pour une simplification des PAI, les Principal Adverse Impact, sur lesquels nous devons donner de l'information, qu'ils soient présents dans la CSRD simplifiée, évidemment, sous le même libellé, sous les mêmes formules, et évidemment qu'on puisse s'en inspirer pour faire un reporting côté investisseur plus simple, plus compréhensible et qui est un écho dans la réglementation des entreprises. Merci beaucoup Léa, c'était très clair. Toutes mes excuses, je vous abandonne. Bonne journée, merci beaucoup d'avoir pu libérer du temps. Avec plaisir. Du coup, nous allons poursuivre les échanges sur ce sujet-là et du coup, je me tourne vers vous, Philippe. Finalement, côté Finance Watch, comment vous vous positionnez par rapport à tout ce foisonnement d'initiatives de révision réglementaire et à cette articulation entre CSRD, SFDR et plus globalement entre les différents textes? Merci Cécile. Je vais corriger, j'imagine que c'était pour moi, tu as dit Philippe. Mais il n'y a pas de souci, j'imagine bien que c'est pour Finance Watch de toute manière.
Pour revenir peut-être sur les points de Léa, je pense qu'elle a mentionné un point extrêmement important, c'est l'articulation de l'omnibus avec le reste du framework, du cadre réglementaire. Elle a mentionné SFDR. Alors évidemment, c'est vrai qu'elle propose un alignement entre les PAI, hein, comme on appelle les PAI Statements de SFDR et CSRD. Le travail était déjà en cours. Ça fait déjà 2 bonnes années que l'ESMA a travaillé sur le sujet. Et le sujet a été mis on hold, hein, pendant un moment. Pourquoi? Parce qu'on savait que la révision de SFDR allait arriver. Malheureusement, ça ne va pas être résolu directement. Pourquoi? Parce qu'on parle du niveau 2 de SFDR. On retrouve ce tableau des PAI. Néanmoins, c'est un travail qui est en cours et l'EFRAG a d'ailleurs été mandaté également dans le contexte de la révision des ESRS. De travailler également un alignement entre les PAI et le contenu des différents ESRS. En l'occurrence, c'est un point que Finance Watch pense nécessaire. Évidemment, ça va impliquer quand même certains risques. Pourquoi? Parce que le contexte de l'omnibus aujourd'hui, c'est de travailler le plus vite possible pour sortir quelque chose le plus vite possible, pas forcément avec plus de ressources. Alors, quand on a un timing qui est fixe, quand on a des ressources qui sont fixes, ce qui est variable, c'est la qualité. Et ça peut être inquiétant, notamment sur l'alignement entre l'omnibus et le reste du framework. Cela dit, le point qui en a été mentionné par la Commission. Plus largement, hein, au-delà des PAI, néanmoins, la proposition qui est en cours d'écriture actuellement de révision de la SFDR va se baser sur différents travaux, notamment un travail qui a été produit par le PSF, comme on l'appelle, donc le Platform on Sustainable Finance, qui en décembre dernier a publié un rapport, notamment pour essayer de résoudre certains problèmes. Le problème des PAI a été mentionné. Un autre problème, c'est une question de définition de certains concepts, notamment le concept d'investissement durable. Dans ce contexte, le PSF avait dit « utilisons un outil qu'on a déjà à disposition aujourd'hui, c'est la taxonomie européenne ». Et plutôt que d'essayer de redéfinir complètement la notion d'investissement durable, c'est de segmenter, de dire ce qui est déjà couvert en termes d'activité économique par la taxonomie, utilisons la taxonomie, ce qui n'est pas couvert par la taxonomie, pas encore couvert dans certains cas par la taxonomie, on peut utiliser la notion d'investissement durable avec certains safeguards, je dirais. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est la diminution du scope de CSRD et de facto de la taxonomie européenne. Pourquoi? Parce que qui dit moins de sociétés qui rapportent sous la taxonomie, dit également un plus faible alignement avec la taxonomie des produits financiers. Le risque qu'on a derrière, c'est que les investisseurs durables qui souhaitent proposer des produits durables pour leurs clients n'utilisent finalement plus cette notion de taxonomie européenne, mais se focalisent sur la notion d'investissement durable et de facto sur la partie des activités économiques qui ne seraient pas éligibles sous la taxonomie. Et donc finalement, on prend le risque avec cette revue qui a lieu en parallèle de tourner les investissements durables vers des activités non prioritaires. Je le rappelle, la taxonomie était là pour définir les activités économiques environnementalement durables prioritaire. Et d'autre part, le deuxième risque, c'est également de voir une concentration des investissements dits durables sur certains secteurs en particulier et donc d'avoir un plus grand risque de concentration pour les investisseurs retail. Je vais peut-être m'arrêter là pour rester dans les clous par rapport au timing. Oui, alors peut-être j'aurais une question complémentaire pour toi, Vincent, et encore désolé. Pas tout c'est sorti. Cette réduction du scope, finalement, quelles sont les implications, notamment sur le côté SMI, enfin PME? Oui, alors c'est vrai que le narratif derrière l'omnibus, c'est souvent de dire on doit pouvoir protéger notre économie et principalement protéger le fardeau réglementaire, comme on l'appelle, sur les PME. Alors, dans son intention, je pense que l'initiative est tout à fait louable et je pense qu'il est difficile d'aller à l'encontre de supprimer ce qui n'est pas nécessaire et de garder ce qui est nécessaire. Dans la réponse de la Commission européenne, néanmoins, on est certainement beaucoup plus divisé. Pourquoi? Parce que une simple réduction du scope, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, on va demander aux PME d'une part de rapporter sur une base purement volontaire et d'autre part, on va dire également aux grosses sociétés qui ont besoin parfois de l'information dans la chaîne de valeur, qui ont besoin de contacter leur chaîne de valeur et des PME dans certains cas, de dire vous pouvez collecter des informations, mais ça va se limiter à certains standards, des standards qu'on appelle les VSME, Voluntary SME Standards.
Et donc, on va limiter le nombre de points de données qui peuvent être demandés. Dans la théorie, ça fonctionne. Par contre, dans la pratique, on va avoir différents défis, plutôt des défis qui vont s'appliquer pour les SMI, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à recevoir des formulaires. Elles vont recevoir des formulaires des banques, des agences de notation, des clients, par exemple. Les formulaires vont certes avoir les mêmes points de données plus ou moins, mais ils vont peut-être avoir des définitions, des terminologies qui vont être différentes, des templates qui sont différents. Et notre inquiétude, finalement, c'est en excluant les SMI du scope, on leur empêche, disons, d'avoir l'opportunité, finalement, d'avoir un seul reporting, de pouvoir prendre ce reporting, le fournir à leur banque, leur fournir à leurs agences de notation et s'en tenir à cela, tout en bénéficiant également d'un projet qui est en cours, qui est l'ESAP, qui est le European Single Access Point, qui est en fait une plateforme de centralisation des données et qui permettrait finalement de manière ultime de diminuer les coûts pour les PME. Et donc, est-ce que réellement la réponse qui est apportée est une réponse qui va aider à diminuer les coûts pour les PME? J'ai personnellement, en tout cas au sein de Finance Watch, on a de gros doutes sur la question. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, il y a cette question de comment est-ce que cette simplification qui est à l'œuvre aujourd'hui, est-ce que les buts de guerre qui y sont liés sont vraiment parfaitement clairs, limpides et partagés de tous? Est-ce qu'on va réussir à atteindre cet objectif de simplification réelle tout en gardant ce côté outil de pilotage et standardisation des données de reporting reste une question à ce stade assez ouverte. Je me tourne vers vous, Corinne Lepage. Je me posais une question à l'aune de tout ce qui vient d'être dit. Finalement, est-ce que aujourd'hui, il y a des risques juridiques qui encadrent, qui portent sur la démarche de simplification et de révision des textes en cours? Alors, vous savez comme moi que certaines ONG, effectivement, ont contesté plusieurs éléments de cette transformation omnibus. D'abord, le principe même, c'est-à-dire l'urgence et la manière dont le texte est élaboré. Il faut bien voir qu'on est en face de textes qui ont mûri pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, en 6 mois, il faut tout bouleverser. Donc, il y a un problème de procédure. Il y a un deuxième sujet qui est celui de l'étude d'impact. C'est-à-dire dans quelle mesure, effectivement, l'étude d'impact sur ces modifications a-t-elle été réalisée et quelle étude d'impact? Parce que vous voyez bien que comme on change constamment les données, c'est-à-dire qu'à un moment, on est sur, ça va être 1000 salariés, puis après, ça va être 5000 salariés, puis c'est 550 salariés. Bref, ça change tout le temps. À quel moment fait-on une étude d'impact et en fait-on une ou pas? Donc, vous voyez, tous ces sujets-là, ils vont évidemment être discutés parce que les conséquences de ce changement de réglementation sont considérables. Vous venez, Vincent, de les citer pour les PME. Moi, j'ai une interrogation complémentaire pour les PME qui consiste dans le problème de la chaîne de valeur. Jusqu'où va-t-on? Parce que ce qu'il y avait finalement de très valorisant dans le système tel qu'il avait été pensé, c'était précisément de permettre à des PME aidées, parce que c'est ce que prévoyait le texte, par leurs donneurs d'ordre, de se mettre en ordre de bataille dans cette nouvelle logique. À partir du moment où il est question de supprimer la chaîne de valeur, de rester au premier intervenant et pas les suivants, eh bien, vous avez toute une série d'acteurs qui auraient pu se mettre en ordre de bataille et qui ne le feront pas. Et ça, je pense que c'est très problématique. Ce n'est pas directement, Cécile, une réponse à votre question, mais c'est quand même une question que je me pose. Donc, je me note que finalement, il peut y avoir aussi une instabilité juridique quant à la... c'est possible, c'est sur la procédure. Le fond, si c'est voté, c'est voté. Que voulez-vous? C'est le choix du Conseil et du Parlement. Donc sur le fond, ça va être très compliqué, sauf à trouver des contradictions avec le traité de l'Union européenne ou avec des principes encore plus généraux. Alors on peut aussi poser la question du principe de non-régression. Mais le principe de non-régression, malheureusement, il n'existe pas en droit communautaire, il existe en droit français, et vu l'usage qu'on en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc très franchement, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis, en l'état actuel des choses.
Très clair. En tout cas, tout cela peut éventuellement avoir des impacts sur Tout à fait. la durée globale de la procédure et son contenu. Du coup, je reviens sur cette question à la fois de compétitivité et peut-être de souveraineté. Vincent, finalement, quand on vient sur ce cadre réglementaire, il avait notamment pour objectif effectivement de fournir des données assez standardisées. Si on modifie trop l'impact, si on modifie trop le cadre, finalement, quel est l'impact sur la capacité des investisseurs à avoir accès à des données de première main? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça? Alors, on est dans le contexte d'un défi qui dure déjà depuis plusieurs années, hein. Les banques, les investisseurs, les assureurs l'ont mentionné déjà il y a quelques temps. Ils ont besoin de données. Ils ont eu besoin de données. Ils ont fait face à différents défis. Le premier défi, je dirais, le plus important auquel ils ont fait face, on l'a mentionné, la considération des préférences en matière de durabilité. Donc, c'était une exigence qui a commencé à s'appliquer, je pense, en août 2022. Et à l'époque, on n'avait pas encore les données, on n'avait pas encore les données au niveau des sociétés, on n'avait pas encore les données au niveau des produits. Les produits, finalement, ou les fonds d'investissement allaient publier certaines informations d'ici la fin d'année, et les sociétés allaient publier. Alors maintenant, on a les premiers rapports qui sont sortis ces derniers mois. Donc, de manière générale, c'était un grand défi pour le secteur financier, avec des problématiques. Alors, ils ont, dans ce contexte de manque de données, ils ont fait appel à des prestataires de services, des fournisseurs de données, qui ont fourni certaines informations, des informations ESG corporate, je dirais, de marché. Donc, ils ont eu des informations qui parfois sont des informations purement factuelles, qui ont été rapportées par les sociétés, et parfois ils ont réalisé des proxys, avec derrière tout un flou dans la qualité de ces proxys, ou plutôt de la méthodologie qui a été développée pour ces proxys. Et donc, ça a été une problématique de longue date. Ça n'a pas empêché quand même le secteur financier de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir quand même se conformer, mais ça a laissé une certaine incertitude réglementaire. Et finalement, CSRD était là pour résoudre une grande partie de cette incertitude réglementaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toute façon de ces données? On a besoin également pour deux choses, parce que je pense que c'est important de garder à l'esprit pourquoi est-ce qu'on a CSRD, pourquoi est-ce qu'on a la taxonomie. En 2018-2019, la Commission européenne s'est penchée finalement sur l'agenda finance durable, avec une première priorité qui était de donner les moyens de la transition. Les moyens de la transition, ça a été d'abord de se pencher sur la question de transparence. C'est pour ça qu'on a eu SFDR, CSRD notamment qui sont arrivés. Et l'idée, c'est de dire, d'abord, avant de pouvoir se fixer une ambition, on doit pouvoir monitorer si oui ou non on est capable d'atteindre cette ambition. Et donc, on a eu ces premières exigences qui se sont développées avec l'idée de pouvoir utiliser toute cette information pour, d'une part, développer des stratégies d'investissement durable. Et il est vrai quand même que la notion d'investissement durable n'avait pas attendu tous ces projets. C'était vraiment plutôt une question d'offrir un catalyseur, d'offrir finalement une possibilité d'avoir de l'investissement durable de manière, désolé pour l'anglais, scaled up investment. Et ça, c'était vraiment l'ambition de CSRD, avec également une deuxième ambition qui était la transition. Et quand je parle de transition, je pense évidemment dans CSDDD, on a une exigence qui est l'article 22 qui fait référence à l'obligation d'avoir un plan de transition de manière à s'assurer que le business model et la stratégie des sociétés qui sont dans le scope de CSDDD soient alignés avec les ambitions des accords de Paris. Et donc tout ça finalement revient avec tout ce travail de transparence qui a été réalisé au niveau des sociétés, au niveau des produits financiers, au niveau des agences de notation, par exemple, des benchmark providers. C'est avec une ambition ultime qui est de pouvoir fixer une ambition et s'y tenir et avoir un plan de transition. Manquer de données, ça veut dire forcément avoir un manque de crédibilité dans les plans de transition, un manque de certitude sur la qualité des plans de transition qui sont produits par les sociétés. Et puis après, on a une deuxième ambition derrière cet agenda, qui est une question prudentielle. Au-delà de pouvoir avoir la question d'impact, d'évaluer son impact, on parle de double matérialité, il y a également la question financière. À quel point les banques sont exposées au risque ESG. Alors, dans la réglementation prudentielle, on a une révision qui s'est finalisée l'année passée, qui demande à avoir des plans de gestion des risques ESG à court, moyen et long terme. C'est souvent ce qu'on appelle des plans de transition prudentiels. En général, maintenant, on évite de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un plan, on donne l'impression que c'est un plan qui est différent du plan de transition à impact. L'idée, c'est d'avoir un exercice unique avec des spécificités qui sont
spécifiques à chacune de ces exigences. Et donc maintenant, ne pas avoir ces données sur les sociétés, c'est avoir également des limites sur l'identification des risques ESG pour les banques, pour les assurances également. Il y a un travail qui est en cours. Le travail avait été développé par la Banque européenne d'investissement, le European Banking Authority, donc l'autorité bancaire européenne, qui a développé des guidelines suite au mandat de la Commission européenne à la suite justement de la révision de CRD, qui avait donné certaines indications, certaines guidelines pour adapter, pour produire ces plans de transition. Maintenant, ils avaient également mentionné une des faiblesses qui était la question de disponibilité des données. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, si on perd des données, on va également perdre en certitude sur une bonne gestion des risques ESG pour le secteur bancaire et financier de manière plus large. Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications assez vraiment très précises. Peut-être Corinne Lepage, pour revenir sur ces aspects. Finalement, si vous deviez résumer en quelque sorte votre vision de la dynamique actuelle de simplification et les enjeux entre finalement dynamique politique, dynamique technique, comment tout ça s'imbrique et votre vision de cette dynamique. Il faudrait remettre votre micro, Corinne, s'il vous plaît. Mon inquiétude, excusez-moi pour le micro, est qu'on fasse fausse route. Je m'explique. Je suis tout à fait sur la ligne de ce qu'a dit Vincent, c'est-à-dire que effectivement, pour un certain nombre d'entreprises, les ESRS, c'était franchement très très lourd, incontestablement. Donc, de les alléger, moi, j'ai vraiment zéro obstacle là-dessus. Mais malheureusement, je crains qu'il s'agisse d'autre chose. Quand Emmanuel Macron demande la suppression pure et simple de la CS3D, on est dans un autre domaine. Si on met même plus à 1000, mais à 5000 salariés, comme demandent les Allemands, le niveau de la CSRD, il n'y a plus rien. Enfin, ça va intéresser très très peu d'entreprises. Et je trouve ça terriblement contre-productif. Je m'explique en 2 mots. 1, tous ceux qui ont investi. Vous disiez vous-même que les premiers rapports CSRD étaient sortis. Ils sont très intéressants. J'en profite du reste pour dire qu'il y a un site allemand d'un universitaire qui relève toutes les CSRD de toute l'Europe et en tire un certain nombre de conséquences. C'est très bien fait, c'est très intéressant et c'est très enrichissant parce que toutes les entreprises qui ont fait l'exercice, y compris qui y allaient à reculons, disent c'est vachement bien, globalement. Je le fais court, mais en gros, c'est ça. Donc, tous ces investissements-là, y compris ceux qui avaient commencé à se mettre en ordre de bataille, c'est de l'investissement perdu. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça parce que l'Europe, au lieu de regarder vers la Chine, qui est déjà très en avance sur nous sur l'industrie de la décarbonation et qui a une CSRD, on regarde vers les États-Unis qui reculent, on va perdre un élément majeur de notre puissance potentielle. C'est-à-dire d'avoir cette vision globale que nous avions avec l'effort de décarbonation que nous sommes en train de faire, permettant de nous inscrire vraiment dans une transition effective. Et résultat des courses, c'est les Chinois qui vont le faire et qui vont le faire tout seuls, parce que nous, on sera trop en retard. Et ça, très franchement, c'est catastrophique. Et alors qu'on parle beaucoup de souveraineté, c'est une menace majeure sur notre souveraineté. Voilà, donc, vous savez, quelquefois, on dit il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, mais regarder dans le pare-brise. Là, j'aurais tendance à dire il ne faut pas regarder à l'ouest, il faut plutôt aller regarder à l'est ce qui se passe. Et nous inscrire dans une dynamique de compétition avec la Chine et non pas de compétition à l'envers avec les États-Unis. Merci beaucoup, Corinne. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi aller voir les publications de l'AIE sur les localisations des installations de production des technos de la transition et les investissements qui illustrent largement les propos que Corinne Lepage vient de tenir. Du coup, Vincent, je me tourne vers vous aussi avec la même question. Quelle est votre vision de cette dynamique globale ?
Et alors aujourd'hui, on assiste réellement, et je suis tout à fait d'accord avec Corinne, à ce que j'appellerais personnellement une politisation et même, alors tout sujet réglementaire est évidemment politique, mais là on est vraiment sur une question de politisation et polarisation du débat, où finalement la forme prévaut au contenu. Alors on est dans un contexte où on l'a mentionné, et je pense que c'est Corinne qui l'a mentionné, la manière dont l'omnibus a été lancé, hein, pour rappel. On était le 26 février, alors 3 semaines avant, la Commission lançait un tour de table à porte fermée avec finalement la possibilité pour chaque intervenant, Finance Watch en faisait partie, de donner pendant 2 minutes, disons, certains éléments clés. On n'est pas allé dans le contenu, finalement, on est resté à un niveau qui est très superficiel. Et finalement, j'aimerais aussi rappeler qu'à l'époque, aucun des intervenants qui avait été invité n'a mentionné spécifiquement, on devrait dire, le scope de CSRD, de la taxonomie. Alors, en toute honnêteté, je me pose également un petit peu la question de qui la Commission européenne a écouté à ce moment-là. Et puis finalement, outre ça, alors certains politiques tout récemment ont parlé d'hystérie collective quand on parle des questions de financement de la défense. Je pense que le constat s'applique également dans l'initiative des réglementations. On n'a plus forcément la même écoute au niveau politique de certains groupes d'experts, et je ne parle pas des ONG, je parle de l'autorité bancaire européenne, je parle de la BCE, qui ont toutes les deux publié des rapports mentionnant le risque d'une diminution du scope de CSRD, de CSDDD. Alors, on parle également aujourd'hui au niveau politique d'un grand débat maintenant, plutôt d'une grande priorité, c'est le SIU, hein, donc le Saving and Investment Union, qui a pour but finalement d'avoir une union des capitaux en Union européenne, de manière à pouvoir favoriser les investissements en Union européenne. À nouveau, est-ce qu'on met réellement la priorité là où on doit l'avoir? Hier, la Commission européenne publiait une proposition d'assouplissement des règles sur la sécurisation. Est-ce que c'est réellement une simplification des règles, plutôt un assouplissement des règles sur la sécurisation qui va permettre de résoudre la question de perte de compétitivité de l'Union européenne? J'ai des gros doutes en termes de coûts. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus prioritaires, notamment une question d'alignement de la supervision au niveau de l'Union européenne, avant de regarder sur des éléments qui sont beaucoup plus des éléments finalement d'optimisation du levier pour les actionnaires au niveau bancaire qu'une possibilité en tout cas à grande échelle de développement des investissements en Union européenne. Au-delà de ça, on a également une autre question, c'est parfois on fait même un retour en arrière par rapport à l'union des capitaux. Je pense notamment sous CSDDD, alors c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais c'est toute la notion de due diligence. Il faut savoir que dans CSDDD, on a cette exigence de plan de transition qui s'applique pour les services financiers. C'est vrai que la due diligence en tant que telle ne s'applique pas pour les services financiers, ou ne revient pas, en tout cas dans la notion de chaîne de valeur. Et pourtant, derrière, on a quand même aussi des éléments qui ont été dans la proposition. Un verre d'eau toutes les heures. Dans la proposition de la Commission européenne, on a également une diminution de certaines ambitions, et notamment en termes d'harmonisation. On a par exemple une suppression de la notion de civil liability, de responsabilité civile dedans, qui finalement laisse dans le texte proposé par la Commission européenne la flexibilité à chaque État de décider qu'est-ce qui est une responsabilité civile, et finalement on va réellement à l'encontre de cette idée finalement d'harmonisation du framework réglementaire. Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup Vincent. Nous avons reçu quelques questions que je vais vous soumettre. Alors attendez, je prends quelques-unes. Alors, il y a certaines questions sur lesquelles nous avons déjà pu répondre. Donc, est-ce que le principe central de double matérialité est préservé dans le cadre de cette simplification?
Et si oui, avec le même niveau d'ambition, je pense qu'à ce stade, ce sont tous les éléments qui ont été indiqués depuis le début de la session. Et je le rappelle, avec un soutien de la grande majorité, enfin de la France d'ailleurs, à ce principe de double matérialité qui reste présent. Alors, autre question. Hop. Alors, est-ce qu'une application différenciée des textes entre États membres ou secteurs économiques est possible? Et si oui, quelles en seraient les implications potentielles? Je suppose que ça fait le point sur le fait que tous les États membres n'ont pas transposé la CSRD à ce stade. Je crois qu'ils sont au nombre de 8, dont l'Allemagne, et c'était aussi un des enjeux de la directive Stop the Clock. Je ne sais pas, est-ce que Vincent, Corinne, est-ce que vous souhaitez dire un mot Je peux dire un mot là-dessus. Effectivement, tous les États n'ont pas transposé, et si ce qui était obligatoire devient facultatif ou volontaire, en fonction des États membres, voire volontaire à l'intérieur des États membres, parce qu'il y a les deux. On peut dire c'est une obligation pour tous les États membres, et à ce moment-là, très bien. On peut dire ensuite, c'est les États membres qui décident, et les États membres, ils peuvent décider que c'est obligatoire pour tout le monde ou facultatif pour tout le monde. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de possibilités, et je rejoins tout à fait ce qui était dit il y a un instant sur le risque de concurrence totalement déloyale. Quand vous avez des systèmes comme ça, on s'aligne sur le plus bas de gamme. On ne s'aligne pas sur le plus haut de gamme. C'est ça le souci. Vincent, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou pas spécialement? Je suis entièrement d'accord. On est dans un contexte vraiment de nivellement par le bas, et c'est vrai que l'application est forcément différente étant donné que certains pays ne l'ont pas transposé. Alors même outre ce problème, si on avait, disons, si on était dans un contexte où tous les pays l'avaient transposé, il y aurait quand même potentiellement certaines différences, hein. On est dans le contexte de directive, alors à la différence de règlement. Donc, un règlement ne doit pas être transposé, il s'applique tel quel, la directive doit être transposée, et il y a certains aspects qui avaient été laissés à la discrétion des États, notamment dans le contexte de la question d'audit, où soit les pays pouvaient décider de laisser l'audit uniquement pour les auditeurs financiers, soit ils pouvaient ouvrir finalement ce travail de révision des rapports de durabilité pour d'autres sociétés. C'est un des éléments où on voit quand même disons, différentes possibilités. Alors, ce n'est pas une problématique en tant que telle, cette liberté qui avait été laissée, en tout cas dans ce cas particulier, aux États membres. On l'a quand même vu. Alors, parfois, c'est sur la transposition, parfois, c'est même sur l'interprétation. Et c'est pour ça que je faisais référence dans le contexte de Capital Market Union, de la question de supervision. On a remarqué notamment sous SFDR, il y avait une interprétation qui était différente. Je pense par exemple entre la CSSF, le régulateur qui est au Luxembourg, et le régulateur, enfin l'autorité du Luxembourg et l'autorité financière de la CNMV, donc d'Espagne, où ils avaient des interprétations différentes qui finalement amenaient à des défis également de distribution des produits financiers au sein de l'Union européenne. Donc on a quand même encore des défis outre de transposition, également d'interprétation. Merci beaucoup. Et pour la bonne information de tous, il me semble que la Commission européenne tient publiquement à jour la liste des pays ayant transposé ou pas. Et il y en a encore quelques-uns, et certains très importants, dont l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas, si je me souviens bien de mémoire. Alors, nous avons une autre question. Pouvez-vous nous expliquer l'impact d'Omnibus sur les exigences liées à l'adoption et au reporting des plans de transition? Alors, j'ai l'impression que ça fait partie des éléments qu'on a déjà pas mal abordés pendant le webinaire. Vincent ou Corinne, est-ce que vous souhaitez Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Ça fait partie des discussions. Hein. Tout à fait. Je pense que peut-être pour compléter sur les discussions qui sont réellement en cours, parce qu'on a eu la proposition de la Commission européenne,
actuellement, maintenant, la balle est des deux côtés, disons, du côté du Conseil et du Parlement européen. Et c'est vrai qu'il a été remis sur la table une suppression pure et simple également de l'exigence des plans de transition. Donc, ce n'est pas juste un défi dans leur implémentation, c'est réellement l'exigence en tant que telle qui est à risque. Et on sait que certains secteurs polluants, pour ne pas les mentionner, ont purement et simplement demandé la suppression de cette exigence. Et une autre question pour sauter vers la SFDR, on me demande qu'en est-il des articles 8 et 9 de la SFDR? A-t-on une idée de la direction et du calendrier? Du coup, tout ça va faire l'objet des discussions dans le cadre de la révision de la SFDR avec une approche peut-être un petit peu plus différente en termes de catégorisation de produits. Pareil, est-ce que l'un ou l'autre souhaite prendre la parole dessus? Je ne sais pas, peut-être Vincent, juste un petit mot, c'est que les articles 8 et surtout 9 étaient déjà en discussion depuis un sacré moment, avec beaucoup de fonds qui avaient carrément quitté l'article 9. Écoutez, mais enfin, je dirais que là, la logique est un peu différente parce qu'il y a eu une expérience, il y a un certain nombre de limites qui sont apparues et donc peut-être la nécessité de mieux configurer ce qu'on attend des articles 8 et 9. Si évidemment c'est pour quasiment supprimer ou réduire à une portion plus que congrue les exigences, c'est plus que regrettable. Je pense que c'est pour compléter, je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne vais pas critiquer, disons, l'initiative même de SFDR parce que SFDR a eu un rôle très important qui était vraiment, c'était le premier gros bloc réglementaire qui a été mis en place. Et finalement, certainement, il y a eu des erreurs dedans, mais ça a le mérite d'avoir augmenté largement l'awareness collective par rapport à la question d'investissement durable. La direction que ça prend, alors c'est vrai que c'est un autre sujet, on n'est plus sur l'omnibus, mais on identifie, disons, certaines catégories de produits. L'idée, c'est vraiment de partir, disons, de cette idée on met une exigence de reporting uniquement si on fait la promotion de caractéristiques ESG. C'est finalement le principe de ces articles 8 et 9. On n'a pas des exigences minimum derrière. L'idée, c'est d'avoir, lorsqu'il se dessine, c'est en tout cas deux catégories avec certitude. Ce serait une quasi-certitude, ce serait une catégorie d'investissement qui se focalise sur ce qui est déjà durable, et une catégorie pour des produits qui se focalisent sur des investissements qui investissent plutôt dans la transition. Maintenant, il y a d'autres catégories qui pourraient arriver. Une troisième catégorie qui est proposée, c'est ce qui a été appelé par le PSF, le ESG Collection Category, qui finalement est ce qu'on pourrait presque appeler l'article 8, avec quand même certaines exigences minimum. On pourrait catégoriser ça comme une do not harm, disons, catégorie. Et alors après, il y a d'autres catégories, notamment sur la question d'investissement à impact, mais là, l'apparition de cette catégorie reste beaucoup plus incertaine. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on a également une question sur est-ce que la Commission regarde la piste d'un standard de reporting simplifié sur la base d'un consensus sans revoir les seuils d'application? Alors, en tant que tel, il me semble que non. En revanche, il y avait effectivement la question d'un cadre volontaire pour les SMI. Je ne sais pas si Corinne ou Vincent, si vous voulez réagir, si ce que je viens de dire suffit. Je n'ai rien à ajouter. Voilà. Ok, eh bien écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Je vous présente toutes les excuses d'Éric Duvaux de l'autorité des normes comptables qui n'a malheureusement pas réussi à se connecter et qui s'en excuse. Et puis je remercie nos intervenants pour les explications très claires qui ont été faites. Sachez que le MOOC qui a été réalisé en partenariat avec l'ILB et Horizon and Beyond et l'Institut de la finance durable va faire évidemment l'objet de mise à jour une fois qu'on sera un peu plus au clair sur la direction que prend la discussion au niveau européen. En attendant, nous poursuivons nos efforts pour atterrir avec un équilibre entre ambition et simplification. Voilà. Merci beaucoup. À tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne journée, au revoir.